Pierre, comment ça va? Très bien, et toi? Bienvenue dans C'est On The Ring. Merci. Je t'attendais, hein. Je t'ai attendu. C'est un gars que je voulais avoir depuis un petit moment. Tu es surnommé étudiant ambitieux au pluriel sur Instagram. Tu as un média qui s'appelle Me Parle Pas d'âge. Exactement. C'est quoi le message derrière tout ça? Donc, déjà, merci pour l'invitation, André. Et étudiant ambitieux, l'objectif, c'était vraiment, tu vois, de dire que moi, je viens d'un milieu, j'ai grandi à Villers-le-Bel, où, tu vois, nos ambitions, c'était réussir en tant que footballeur, rappeur ou autre. Et les études, c'était un peu au second plan. C'était un peu, tes parents, ils disent l'école, c'est important, donc tu y vas, mais t'es pas forcément ambitieux dans les études. Et quand j'ai intégré les grandes écoles, j'ai vu qu'il y avait, tu vois, peu de diversité. Peu de gens de banlieue, peu de gens de la diversité. Et je me suis dit, je veux montrer qu'on peut faire des études et être ambitieux, de chercher le meilleur, tu vois. Et j'ai mis au pluriel pour dire que c'est vraiment pour aider tous les étudiants ambitieux à apprendre ce qu'ils ont à apprendre pour réussir leurs études, tu vois. Et me parle pas d'âge, et par rapport à Mbappé, c'est, tu vois, j'ai aimé la fraîcheur qu'il a apportée en disant, moi, tu me parles pas d'âge, en mode, tu me parles pas d'où je viens, de mes origines, tu me parles juste de mes ambitions et de mes performances, tu vois. Et je voulais vraiment que les gens qui passent dans ce média-là, ce podcast-là, ce soit des gens qui viennent de partout, mais que tu vois, qui se sont dit, j'ai un rêve et je vais me battre pour y arriver, même si l'autre, il me dit, c'est pas possible, moi, je vais le faire, tu vois. Donc, c'est vraiment le message de l'ambition, c'est notre boussole, et après, il faut qu'on travaille pour y arriver, tu vois. Magnifique. C'est un magnifique message. Et d'où vient l'envie de créer ce message? Tu as parlé légèrement de ton enfance et de là où tu as grandi. Raconte-nous un peu ton histoire. Moi, j'ai été élevé par ma mère. Donc, j'ai grandi à Villers-le-Bel dans un premier temps, dans le quartier de Puy-la-Malière. Et moi, tu vois, ma mère, elle me disait toujours de regarder en haut, tu vois. Ça veut dire, ma mère, elle a jamais aimé la victimisation. Tu vois, j'ai une anecdote. J'avais 9 ans et ma mère, elle était à l'époque au chômage. Elle avait le RMI. Maintenant, je crois que c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je ne Sais pas si RS. Non, ouais, RSA? l'équivalent du RSA, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et tu vois, elle faisait semblant chaque matin d'aller travailler, tu vois. Parce qu'elle m'a dit plus tard qu'en gros, elle voulait pas me voir, que je prenne l'habitude de voir quelqu'un qui reste à la maison, tu vois. Donc ma mère, toujours dans l'action. Ok. Même quand elle était au chômage, elle faisait semblant de se lever tôt le matin, comme si elle allait au travail, parce qu'elle voulait pas que j'ai cette habitude de voir quelqu'un qui travaille pas, tu vois. Et donc, quand je travaillais pas en cours ou je parlais, elle me disait toujours, ne regarde pas derrière toi, regarde devant toi. Parce que moi, je disais, ouais, mais lui, il a une moins bonne note que moi, ou lui aussi, il a parlé. Elle me disait, non, regarde celui qui est meilleur que toi, tu vois. Donc, déjà, elle avait cet état d'esprit. Et après, je pense, l'élément déclencheur, c'était, tu vois, en 2007. Pour ceux qui connaissent, il y avait eu les émeutes à Villers-le-Bel. Pour faire simple, il y avait un policier qui avait renversé 2 jeunes qui étaient en scooter et ils sont morts. Et donc, ça a créé des émeutes, des affrontements. Et ils ont brûlé une bibliothèque à côté de mon école. Il y avait des coups de feu, etc. Et tu vois, à ce moment-là, j'étais un peu en mode ils nous aiment pas, moi aussi j'ai envie d'aller dans la rue et tout. Et ma mère, elle m'avait dit un truc qui m'a marqué, c'était t'es noir, tu viens de banlieue, tu dois faire 2 fois plus que les autres pour avoir la moitié de ce que eux ils ont. Donc si toi tu rentres dans leur jeu, tu vas pas y arriver, tu vois. Et donc elle m'a mis dans cet état d'esprit que toujours je devrais prouver 2 fois plus que les autres pour avoir la même chose que les autres, tu vois. Et quand j'étais jeune, je comprenais pas forcément, mais c'était dans un coin de ma tête, tu vois. Et quand j'ai commencé à avoir des bonnes notes au lycée, etc., toujours, je me suis dit, comme c'est pas possible, je vais casser les barrières. Ah, c'était l'école, c'est inaccessible pour les gens de banlieue, je vais y rentrer, tu vois. Et quand j'y rentre, toujours, j'ai la mentalité de comment je peux aider les autres à eux aussi rentrer, tu vois. Pour pas être l'exception, mais celui qui va aider aussi les autres à rentrer, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça qui m'a toujours animé de casser les barrières pour moi déjà, et ensuite aider les autres, tu vois, à y rentrer. Super. Et quand tu parles de barrières, Ouais. en rentrant dans le vif du sujet, Ouais. de quelle barrière tu as dû être victime? Ou, je dirais pas victime, quelle barrière tu as dû rencontrer devant toi? Et comme tu as pu les briser, à aucun moment tu as été victime de ça? Je pense qu'on a eu beaucoup des barrières à différents niveaux, tu vois. Tu vois, collège, c'est la barrière de l'entourage. C'est-à-dire que moi, j'avais un entourage où, quand tu as eu des bonnes notes, c'était mal vu. C'est-à-dire, moi, j'avais des potes, ils me disaient, oh, t'es un bon chiffre, pour ceux qui connaissent, etc. T'as des bonnes notes, c'est bizarre. Pourquoi tu parles d'une certaine manière, tu vois? Donc déjà, c'est accepter, tu vois, de pas jouer le rôle que ton entourage il te donne, tu vois. Donc ça, c'était la première barrière, c'était, tu vois, déjà de me détacher de ce que mon entourage m'a imposé d'être, tu vois. Donc c'est-à-dire, clairement, j'ai plus les mêmes potes. Et j'avais des potes ensuite où avoir des bonnes notes, c'était bien vu. Et limite, on était en compétition, tu vois. C'est-à-dire, quand l'autre, il avait 15, on va essayer d'avoir 16, et ainsi de suite, tu vois. Donc déjà, j'ai pris conscience que ton environnement, il peut déterminer, tu vois, ta mentalité, tes capacités, tu vois.
Ensuite, la deuxième chose, je dirais, c'est la deuxième barrière, c'est de plus voir les professeurs comme des ennemis, tu vois. Tu vois, on voyait trop les profs comme des gens qui voulaient nous mettre des mauvaises notes ou nous sanctionner. Moi, je les ai plus vus comme des repères, tu vois. Donc, j'ai commencé à avoir une proximité avec les professeurs, à demander des conseils en plus, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Et j'ai vu que les profs étaient très engagés, tu vois, au lycée avec moi pour m'aider à avoir des meilleures notes. Donc, ça, c'est la deuxième barrière que j'ai brisée. Après, la troisième, je dirais, c'est l'ambition. Moi, je suis quelqu'un, j'avais pas d'ambition. C'est-à-dire, au bac, non, déjà au brevet, ma mère, elle m'a dit, je t'achète FIFA, Coupe du Monde et la PlayStation 3. Si tu as 16 de moyenne, j'ai eu 16. Après, quand je suis allé au lycée, mon professeur d'économie il m'a dit, si tu rentres à Henri IV et que tu as 20 de moyenne en économie au bac, je t'invite à tel restaurant. Donc, du coup, je me battais, mais plus pour les ambitions de mes professeurs. Quand je suis rentré à Henri IV, j'avais zéro ambition. C'est-à-dire, j'étais un peu perdu, tu vois. Et j'étais en mode, j'ai mon bac avec mon très bien, je suis rentré dans une bonne école, mais finalement, je veux quoi? Et c'est la troisième barrière, c'était en fait finalement être maître de son destin, se dire qu'est-ce que je veux finalement, tu vois. Et là, j'étais un peu perdu, vraiment perdu, perdu. Je me posais des questions, qu'est-ce que je fais là, etc. Et après, quand j'ai trouvé mon ambition, j'ai vu que, tu vois, les gens de bonne famille, ils n'avaient pas peur de dire droit dans les yeux, moi j'ai le prix Nobel de la paix, tu vois. Moi j'ai le prix Nobel de physique. Moi je vais être président de la République. Alors que nous, tu vois, on va baisser les yeux, on va dire, je vais oser dire que je vais être, je sais pas, chef d'entreprise ou autre. Mais eux, ils n'ont pas peur d'assumer leur ambition. Et pour eux, c'est pas de la prétention, c'est juste, c'est mon rêve et c'est mon ambition, tu vois. Et ça, c'est une barrière que j'ai cassée, c'est apprendre à dire, je peux assumer mes ambitions et ça ne va pas dire que je suis prétentieux, tu vois. Et après, les autres barrières, c'est financière. Quand tu dois payer ton loyer, manger, etc., et que tu n'as pas d'argent, tu vois, c'est des complications qui font que pendant que les autres, eux, tout leur esprit, tu vois, c'est sur leurs études, toi, tu dois réfléchir à comment tu vas faire tes courses. Des fois, tu dois travailler à côté de tes études, etc. Ouais. Donc, tu vois que le monde, il n'est pas le même pour tout le monde, tu vois. Donc ça, c'était une barrière que j'ai dû surmonter, mais que je regrette pas parce que ça m'a ramené dans l'entrepreneuriat, tu vois. Donc finalement, c'était une mauvaise chose qui m'a ramené sur une bonne chose, quoi. C'est magnifique. Mais tu parlais d'Henri IV. Ouais. Enfin, j'entends beaucoup parler de cette école. Ouais. C'est où exactement? Donc Henri IV, c'est dans le 5e arrondissement de Paris, Montagne Sainte-Geneviève. Et en gros, souvent, c'est vu comme le meilleur lycée de France. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une classe préparatoire, c'est-à-dire tu as le lycée classique et après le lycée, tu peux faire des formations de 2 ans ou 3 ans qui te permettent de rentrer dans des grandes écoles. Et moi, ma filière était spécifique, c'était qu'en gros, on avait à la fois des cours de prépa et des cours d'université. Donc c'était en 3 ans. Et après ça, tu pouvais soit continuer dans le cycle universitaire, soit tenter le concours des grandes écoles après l'université, quoi. Et donc, c'était quoi ton choix? Alors moi, des bases, je voulais faire Sciences Po et l'ENA parce que les profs m'avaient mis ça dans la tête, tu vois, quand j'étais au lycée. Et quand je suis rentré avec 4, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Parce que pour faire simple, quand tu fais l'ENA, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers. Et finalement, ce n'était pas là où je pense que j'allais pouvoir m'épanouir. Et j'avais rencontré une prix Nobel d'économie dans cette formation-là. Et là, je me suis dit, j'ai trop envie d'être économiste du développement, tu vois, faire des politiques publiques en Afrique et tout. Donc, je me suis dit, moi, je vais faire l'école normale supérieure, tu vois. Okay. Et du coup, à la fin de ma 3e année, je vais faire ça. Sauf que j'ai un gros problème financier. En gros, je ne pouvais pas payer mon loyer, donc j'étais menacé d'expulsion. Et ma 3e année, je l'ai foiré. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'excellentes notes en 3e année. Et donc, ça fait que le concours pour rentrer dans cette école, je suis arrivé 7e. Tu vois. Ils ont pris les 6 premiers. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans cette école. Et après, j'étais en master. Mais j'étais un peu en dépression, je ne vais pas te mentir. J'étais pas... En fait, tout ce que j'avais subi, les problèmes financiers, la nuit, tu réfléchis à comment tu as payé ton loyer. Des fois, ils ont toqué à ma porte pour dire on va vous virer. Tu vois, t'as 19 ans. Tu vois, c'est chaud, tu vois. Attends, mais t'étais plus à Villers-le-Bel à ce moment-là? Non, j'étais plus. Là, en gros, j'étais en résidence étudiante. C'était à la Cité internationale universitaire, dans le 14e. Ouais, bien sûr, je vois très bien. Ouais, j'étais là-bas. Ah, okay. Ouais, j'étais là-bas. Et du coup, en fait, c'était un logement qui était associé à nos études. Et en 3e année, ils ont décidé qu'il fallait qu'on paye, tu vois. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas le payer. Et donc, c'est là où je n'étais pas hyper concentré sur les cours. Tu vois, parce qu'en même temps, la nuit, tu réfléchis, tu dors mal, etc. Et du coup, je n'ai pas intégré l'école normale supérieure, en tout cas, à cette époque-là. Mais encore une fois, c'était un mal pour un bien, tu vois. C'était un mal pour un bien. Donc, pourquoi c'était un mal pour un bien? Parce que
Donc, quand j'ai échoué à ce concours-là, je suis parti à l'université Paris-Dauphine en master d'économie et je me suis rendu compte finalement l'économie c'était pas ce que je pensais, tu vois. En tout cas, l'impact que je voulais avoir, j'allais pas pouvoir l'avoir. C'est-à-dire que par la recherche, ça allait prendre, tu vois, je sais pas, 10 ans, 15 ans, le temps d'avoir un doctorat, de faire des post-docs, d'être bien positionné pour que les gens t'écoutent pour avoir l'impact sur des sujets de pauvreté en Afrique, par exemple. Et donc, moi, j'ai fait une césure. Je suis parti 6 mois en Californie à l'université de Berkeley. Et c'est là où je découvre l'entrepreneuriat, que je découvre tu vois, des entrepreneurs qui voient un problème et qui créent une solution, que je découvre l'état d'esprit américain, être ambitieux, ne pas se mettre des barrières et tout. Et donc, ça m'a changé. Tu vois, ça a été, comme ma mère, elle me disait, quand une porte se ferme, souvent une plus grande s'ouvre. Et ça a clairement été ça, tu vois. C'est-à-dire, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée d'échouer à ce concours-là. Parce que déjà, j'ai connu l'échec. Et ça te permet de te remettre en question, de grandir. Et ça m'a permis de partir aux États-Unis et finalement de trouver ma voie, tu vois, qui n'était pas forcément l'économie, tu vois. Parlons des États-Unis. Parlons des États-Unis. Ouais. Tu y étais allé en quelle année? Moi, je suis parti 2 fois. Donc, la première fois, c'était de août 2019 à janvier 2020, tu vois. J'ai fait un échange là-bas. Tu vois. Janvier 2020. Juste avant le Covid. Ouais, c'est exactement ce que je me disais là. 2020, poum, 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 poum. C'est ça. Ça a fait le tic dans ma tête. C'était comment l'ambiance? Franchement, donc c'était en Californie. Vraiment, l'état d'esprit Silicon Valley. Franchement, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'énergie qui est sur place. En fait, tu arrives sur le campus, tu as l'impression que tout est possible. Tu vois, les gens, quand je leur parle, tu vas leur dire, je sais pas, toi, tu arrives, tu dis, je m'appelle Landry, je vais créer une start-up pour être milliardaire. Les gens, ils vont pas te regarder comme en France en mode, mais ils se prend pour qui ou ils racontent quoi. Ils vont dire, ah, il faut le prendre au sérieux. Tu vois, ils vont dire, on sait jamais. En fait, là-bas, c'est vraiment l'état d'esprit de ne sous-estime jamais les gens et ne jamais dire que ton rêve est trop grand, tu vois. Ah, il a un grand rêve, ok, on va voir ce que ça va donner, tu vois. En France, on va dire, mais il se prend pour qui? Reste à ta place, etc. Là-bas, c'est vraiment, tu as l'impression qu'il y a une énergie qui te. Tout est possible, en fait, tu as l'impression que tu es capable de tout, tu vois. Et ça m'a marqué. Deuxième chose, c'est que les Américains, ils sont hyper accessibles. C'est-à-dire, tu peux parler à un millionnaire normal, les professeurs, ils se mettent à ton niveau, ils te demandent ton avis sur le cours. Le rapport de force en cours est différent, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange. En fait, c'est pas juste le prof, il donne ses connaissances et il s'en va. C'est un échange qui crée justement un partage de connaissances. Par les questionnements qu'on a, finalement, on crée le cours. Tu vois. Donc ça m'a marqué. Et la troisième chose, c'est que les professeurs, ils s'intéressent beaucoup à ta personne. C'est-à-dire que nous, tu vois, chaque mois, on avait un rendez-vous avec l'autre professeur responsable et il nous parle de tout, tu vois. Il nous parle de tout, il me dit, mais moi, il y a un professeur, il m'a dit, moi, je trouve que tu réfléchis bien et tout, mais en classe, tu te censures. On dirait que tu as peur de montrer tes capacités ou que tu n'es pas sûr de ton anglais, tu vois. Donc, il m'a lancé un défi, il m'a dit, chaque vendredi, tu dois aller dans un centre commercial et tu dois parler à 50 personnes en anglais et tu récupères leur mail, tu vois. Et donc, j'allais au centre commercial de San Francisco et j'avais créé une fausse start-up. Je disais, en gros, c'est une start-up qui, en gros, tu prends ton téléphone, tu scannes les habits de ton armoire et quand tu es dans le magasin, tu peux voir est-ce que tu peux assembler telle tenue avec la tenue qui est chez toi, tu vois. Et je disais que c'était un projet que j'avais. Est-ce que vous pouvez me donner votre mail? Comme ça, quand je sors le projet, vous l'aurez en avant-première. C'est comme ça, tu vois, je commence à être à l'aise tu vois, parler à des gens comme ça dans la rue en anglais. Et tu vois, je me suis dit, mais c'est grave. Genre, les profs, vraiment, ils travaillent sur ton développement personnel pour le coup. Tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas juste on donne des cours d'économie, c'est vraiment, ils veulent que tu deviennes un leader et que tu exploites au maximum tes capacités. Ça m'a marqué, tu vois. Et sinon, après, je dirais que c'est quand même une société qui est très tournée vers l'argent. Et une société où, en fait, c'est les extrêmes. C'est-à-dire, tu peux monter très haut, mais je peux descendre très bas. C'est-à-dire, il y avait plein de SDF à San Francisco. Et en même temps, tu avais énormément de millionnaires que tu voyais, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment le monde des extrêmes. C'est-à-dire, tu peux monter très haut, tu peux descendre très bas, tu vois. C'est ça qui m'a un peu marqué, si je devais résumer, aux États-Unis, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Il y a une ville maintenant qui est connue pour malheureusement rassembler un grand nombre de personnes qui consomment des substances un petit peu illicites, pas comme ça. C'est assez triste. Et en même temps, je regardais le documentaire de Génération Do It Yourself quand ils sont partis à San Francisco notamment et à New York, et ils ont fait un passage à San Francisco où ils ont bien démontré cela. Qu'en une partie d'autoroute, tu passes d'un monde à l'autre, clairement, en fait. C'est assez impressionnant. Ouais, clairement. Tu retournerais aujourd'hui aux États-Unis? Déjà, je suis reparti encore. Tu vois, là,
il y a quelques mois, je suis parti en février 2024 jusqu'à fin juin 2024. Mhm. Donc, ouais, je retournerai parce que je pense, encore une fois, je ne serais pas l'homme que je suis sans les États-Unis aujourd'hui. Et qu'on peut critiquer beaucoup les États-Unis, mais s'ils sont au centre du monde, c'est pas pour rien. Tu vois. Donc, on le veuille ou non, dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat, c'est toujours eux, pour l'instant en tout cas, qui inspirent les autres et les autres copient. Tu vois. Donc, je pense que c'est bien un peu d'y aller de temps en temps pour, tu vois, prendre la température, voir ce qui se passe et voir comment tu peux l'implémenter autre part. Tu vois. Donc, moi, ouais, c'est clairement un pays où je retournerai, ça, c'est sûr. T'es un entrepreneur qui je dirais, te M'inspire. fascine ou t'inspire? Ah, bonne question. J'ai pas un entrepreneur qui m'inspire. Moi, j'ai plus des sportifs qui m'inspirent, tu vois. Parce que pour moi, tu vois, un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau dans le business. C'est-à-dire que l'entrepreneur, s'il tombe malade, entre guillemets, son business, il va être impacté. Ou, tu vois, il doit faire face à la pression, au stress, il doit prendre la parole, etc. Donc moi, je dirais, il y a plus des sportifs qui m'inspirent et plus des entrepreneurs, pas vraiment des entrepreneurs, mais tu vois, des chefs d'entreprise, tu vois, qui vont m'inspirer. Donc moi, en termes de sportif, Kobe Bryant, il m'a beaucoup inspiré avec le Mamba Mentality, le côté de... tu dois faire plus que les autres. Tu peux pas vouloir des résultats différents des autres si tu fais la même chose que les autres, tu vois. Donc il m'a beaucoup inspiré sur ça. Cristiano Ronaldo, son éthique, il était très talentueux, il pouvait faire une très bonne carrière avec son talent, mais lui, il voulait être le meilleur. Tu vois, cette ambition, cette obsession d'être le meilleur, ça m'a inspiré. Michael Jordan. Après, Mbappé pour ses capacités oratoires, le fait aussi d'être audacieux, tu vois, de se dire, même si les gens ils me disent reste à ta place, moi j'ai pas resté à ma place, ça m'inspire beaucoup. Et après, en tant que chef d'entreprise, j'aime beaucoup Tidjane Cham. C'est le premier CEO noir d'un grand groupe en Angleterre, puis en Suisse. Il était CEO de Crédit Suisse. D'accord. Et tu vois, lui, il a fait d'excellentes études. Il a fait toutes les grandes écoles françaises. Donc ça m'a inspiré aussi de me dire que c'est possible, qu'il n'y a pas juste le rap ou autre, mais on peut aussi réussir dans ses études. Et après, Thierry Déo en France, c'est un entrepreneur d'origine martiniquaise. Et il m'inspire beaucoup parce que, tu vois, il a réussi financièrement. Et il a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Archery, où il aide des jeunes des quartiers à réussir leurs études. Il les prend dès le collège, je crois, jusqu'à leur entrée sur le marché du travail. Tu vois, il leur fait des sorties aux États-Unis, il leur donne des cours particuliers, etc. Donc j'aime bien ce côté de j'ai réussi, mais j'oublie pas d'où je viens. Tu vois. Donc c'est un peu ces personnes-là qui m'inspirent. Ok. Tu parles de sportif. Ouais. Toi, le sport dans tout ça, comment ça a pu t'aider à continuer d'avancer dans les moments difficiles et même à t'élever Ouais. jusqu'à aujourd'hui? En fait, moi, mon histoire avec le sport, elle est compliquée. Dans le sens où, moi, en fait, limite, j'aimais plus le sport que les études de base. C'est-à-dire, au lycée, je faisais de l'athlétisme. Je faisais aussi un peu. Moi, je faisais beaucoup de sport. Au lycée, je faisais du sport 10 fois dans la semaine, des fois. C'est-à-dire, je faisais basket, volley, badminton, athlétisme. Et quand j'étais plus jeune, judo. Donc, moi, j'aimais beaucoup le sport, trop le sport. Même ma mère, elle me disait, tu révises pas assez, etc. Et en fait, c'est des problèmes de santé qui ont fait que j'ai un peu délaissé le sport au lycée et je me suis consacré aux études pour rentrer dans les grandes écoles. Mais les professeurs, ils me disaient toujours, ouais, tu fais trop de sport. Et quand je suis rentré dans les grandes écoles, comme je te disais, en fait, j'ai abandonné le sport. En fait, au fond de moi, j'avais un peu une frustration de me dire, j'aurais voulu voir si je pouvais être un sportif de haut niveau. Tu vois. J'ai toujours admiré les sportifs de haut niveau et me dire, et si j'avais choisi une autre voie, tu vois, que ce soit dans le judo ou dans d'autres sports. Mais après, moi, au lycée, là où ça m'a aidé le sport, notamment l'athlétisme, c'est le côté, tu dois toujours souffrir pour atteindre un nouveau niveau. C'est-à-dire, à l'athlétisme, pour courir plus vite, tu fais beaucoup de fractionnés ou de séances lactiques. Et en fait, tu sais que quand tu souffres ou tu atteins tes limites jusqu'à tu vomis, parce que nous, on vomissait clairement, tu passes en nouveau niveau, en fait. Comme dans Dragon Ball Z, tu passes en Super Saiyan 2, tu vois. Et donc, dans les études, c'est pareil, c'est que parfois, tu dois te sortir de ta zone de confort, souffrir pour devenir une nouvelle version, tu vois. Donc, le sport, ça m'a appris que, en fait, si tu restes dans ton confort, tu vas pas changer de niveau. Tu vois. Il y a un moment où tu es obligé de te faire violence pour passer un nouveau step. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Moi, je n'aimais pas beaucoup faire de la création de contenu, mais je me suis dit, tu es obligé de passer par là pour passer à un autre niveau. Tu vois. Donc, le sport, ça m'a appris ça. Et après, la boxe, bah, pareil, c'est que parfois, même quand tu anticipes les coups, tu vois, ça ne va pas dire qu'ils vont faire moins mal. Mais au moins, tu en as conscience et tu peux te préparer mentalement à les encaisser, tu vois. Mais ça ne va pas dire qu'ils vont pas te faire mal, tu vois. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu sais que tu n'aimes pas faire la création de contenu ou que tu vas être critiqué,
tu peux te préparer à être critiqué, mais ça ne va pas dire que ça va pas faire mal, tu vois, par exemple. Donc c'est plus ça que le sport, je dirais, ça m'apporte dans sa dimension mentale et de discipline. Ok. Aujourd'hui, la boxe, Ouais. on s'est connus au temple. Ouais. Pourquoi ce sport? T'en parlais un petit peu avant et notamment pourquoi avoir choisi le temple parmi les salles que tu fréquentes? Ah, la boxe, c'est une longue histoire. Par où commencer? Alors, moi, de base, j'ai une mauvaise image de la boxe. D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je sais que rapidement, il y avait un professeur qui m'avait dit, comme j'ai des longues allonges, ouais, fais de la boxe. Moi, j'ai dit, mais comment ça, je vais faire un sport où je me fais taper, tu vois? Et en fait, j'ai une vision externe de la boxe. Tu vois, pour moi, la boxe, c'est des gens qui se tapaient dessus et c'est tout, tu vois. Ensuite, en 2023, je suis tombé sur un manga qui s'appelle Hajime no Ippo, un manga de boxe. Et là, j'ai vu tout l'aspect mental, éthique, discipline de la boxe. J'ai dit, mais en fait, la boxe, c'est pas juste se taper, mais c'est plus loin. C'est des vertus extraordinaires, etc. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et ensuite, j'ai accompagné un ami à les forums d'association. Et là, tu vois, tous les clubs d'arts martiaux, ils venaient toujours me voir, ouais, tu devrais faire du Judo Dao, tu devrais faire du taekwondo, tu devrais faire de la boxe et tout. Et là, il y avait le stand de boxe française. Et du coup, je m'inscris. J'ai dit, vas-y, je vais passer le pas, je vais m'inscrire. Du coup, je fais ça pendant de octobre à décembre. Après, il y a les vacances. Et là, je pars aux États-Unis. D'accord. Je pars aux États-Unis à Princeton. Là-bas, j'ai un cours de boxe thaï. Parce que je me suis dit, comme j'ai fait de la boxe française, c'est du pied-point, j'aimerais bien, à mon retour en France, avoir des bases en pied-point. Donc, je fais de la boxe thaï. Là, je vais là-bas, mais les gabarits sont très petits. Et du coup, le prof, il me dit, bon, je pense que tu vas t'ennuyer si tu restes ici. Par contre, il y a un bon club à Trenton, c'est une ville ghetto un peu à côté. Mais là-bas, tu as tout. Tu as des boxeurs pros, tu as des boxeurs amateurs, tu as un ancien olympique qui était avec Mayweather et tout. Donc moi, je pense avec ton gabarit et tout, tu devrais être dans ce club. Du coup, je vais dans ce club et tout. Et là, j'arrive, en plus, ça m'a choqué parce que j'arrive et il y a deux poids lourds qui font un sparring. Donc du coup, il m'a appris les bases de la boxe anglaise. Moi, je connaissais rien, genre, tu vois, jab, direct et tout. Et là, j'entends en gros, boum. Et là, il y a un poids lourd, il tombe KO, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais je reste quand même, ça, je dis, vas-y, je vais rester. Et il m'a dit, de toute façon, tu vas pas monter sur le ring avant 1 mois, 2 mois, tu vois. Et là, je vois, au bout d'une semaine, ils mettent sur le ring, tu vois. Là, j'ai le casque, je stresse de ouf, tu vois. Je devais faire un sparring avec un gars qui faisait 130 kilos. J'avais grave peur. Et j'ai compris l'expression qui dit que c'est quand tu fais de la boxe que tu sais que 2 minutes, c'est long, tu vois. Au bout de 30 secondes, j'avais plus de cardio. Tu vois, tu cours, tu fuis. Et au bout de 30 secondes, j'étais KO. Et heureusement, l'adversaire, il était gentil, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, ce sport, il est incroyable parce que si j'arrive à faire face à ma peur, déjà, en tant qu'athlète, je vais être meilleur, mais mentalement, il n'y a rien qui va me faire peur, tu vois. Parce que si tu arrives à monter sur un ring, tu peux faire face à beaucoup de choses. Et donc, je me suis accroché, je suis resté là-bas. J'ai perdu 18 kilos en 3 mois. Je m'entraînais 5 heures par jour. Alors, j'étais devenu accro à la 5 heures boxe. par jour? 5 heures par jour. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu un gars aussi déter. Je courais, je faisais kickboxing, après je faisais boxe. Ouais, je me suis entraîné comme un ouf. Et ouais, j'ai fait des liens de ouf avec les gens là-bas. Tu vois, le gars qui m'entraînait aussi, il s'appelait Terence et il était médaille olympique à Atlanta en même temps que Mayweather. Et tu vois, il me donnait des conseils, il me disait non, tu progresses bien, tu as une bonne allonge et tout. Et, ouais, je me suis pris de passion pour ce sport-là. Et quand je reviens en France, en fait, je voulais un club où on pouvait s'entraîner autant, parce que là-bas, c'était tous les jours. Hein. C'est-à-dire, tous les jours, de 15h à 22h, c'est ouvert, tu vois. Et du coup, le temple, c'était le seul que je voyais où tu avais une certaine flexibilité, où même si tu travailles, bah, tu peux, tu vois, t'entraîner aussi bien à 7h20 que t'entraîner à 21h, tu vois. Et donc ça, c'est pas dans tous les clubs que tu peux trouver ça. Et en plus, je trouve que la force du temple, c'est qu'on est un petit groupe. Et je retrouvais ce côté, tu vois, l'œil de l'entraîneur, qui peut voir tes défauts, qui peut te corriger. Alors que, tu vois, dans les clubs en Ile-de-France, des fois, on est 50, il y a un coach, il n'a pas le temps de voir tes défauts, tu vois. Donc, c'est vrai que pour moi, le temple, c'était bien sur ce sujet-là. Même si je continue aussi dans d'autres clubs, tu vois, pour la compétition à m'entraîner. Mais j'aime beaucoup le temple pour ça. La diversité des cours,
et l'œil du coach qui, comme on a un plus d'effectifs, peut nous corriger. Tu vois. Parce qu'en boxe, tu le sais mieux que moi, si tu as des défauts que tu gardes, ça devient des automatismes et c'est mort. Ouais. Avec la répétition, en plus, ton Ouais, cerveau, il c'est ça. enregistre et C'est pour ça. l'enlever, c'est plus compliqué C'est ça. que le mettre. C'est ça. C'est ce que mon C'est coach, ça. il me disait tout le temps. Il me disait, en fait, si tu apprends à quelqu'un à mettre un direct du bras avant et Ouais. derrière, s'il apprend en mettant son direct du bras avant et baisser sa garde, même si Ça, c'est ça moi, ça. dure un instant, Ouais, pour lui enlever ça, c'est plus dur que pour lui mettre c'est ça. C'est ça. la bonne habitude. Mm. Donc et je trouve que ça se retranscrit un petit peu Ouais. avec même la vie de tous les jours. Ah, hein. c'est ça. Il y a des habitudes, pour les enlever, c'est beaucoup plus dur que désintégrer. C'est ça. Et tu parlais de compétition, Ouais. on parle un peu d'actu. La semaine dernière, c'était le week-end dernier, ça? T'as fait quelques combats Ouais, en boxe, du coup, ça va? le week-end dernier, j'ai fait les Open de France en assaut savate. Ouais, du coup, j'en ai fait 3, j'en ai gagné 2. Et ouais, c'était difficile parce qu'en fait, j'avais une infection pulmonaire. Donc, mon cardio, il était mort. Et ouais, c'était une épreuve mentale. Hein. Parce que quand je te dis, j'étais crevé. C'est-à-dire, au bout du premier round, j'en pouvais plus, tu vois. Mais je lâchais pas. Je me disais, ouais, faut pas lâcher. C'est que 2 minutes. Tu vois, c'était 3 fois 2 minutes. Et ouais, c'est une incroyable expérience. C'est-à-dire, monter sur le ring, il y a tout le monde qui te regarde. Ton adversaire, il veut gagner, etc. C'est une expérience à vivre, tu vois. Je pense, en termes de gestion du stress, gestion du mental. Et surtout, savoir se faire violence. C'est-à-dire, t'es fatigué, t'as envie d'abandonner. Mais tu continues. Et ouais, je compte encore continuer, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est magnifique, ça. Et d'ailleurs, bravo, Merci. félicitations. Qu'est-ce que... tu parlais de l'échec, ce que tu as appris l'échec Ouais. au cours de tes études, notamment quand tu as malheureusement pour une place, hein, putain. Tu m'as dit que tu étais Septième, ouais. septième. Ils ont pris les 6 et premiers. Ils ont pris les 6 premiers. Qu'est-ce que la boxe ou le sport, parce que tu as fait aussi de l'athlétisme, mais là, plus récemment, même la défaite que tu as eue aux Open, parmi les Ouais. 2 autres victoires que tu as pu remporter, qu'est-ce que cela te rappelle et te donne comme conviction dans ta tête? Bah, merci pour la question. Je pense que ce soit dans la boxe ou les études, ce que j'ai appris, c'est que, tu vois, les échecs, c'est une bonne chose, mais pas dans le sens que tout le monde dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est très simple de ne pas échouer. Tu restes à ton niveau. C'est comme, tu vois, dans les clubs de boxe, tu fais que des sparring contre des gars qui sont moins forts que toi, il y a peu de chances que tu perds, tu vois. Si tu affrontes quelqu'un qui est plus fort que toi, il y a des fortes chances que tu perdes. Mais la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je viens chercher? Et tu vois, quand je fais des sparring, par exemple, bah, tu vas affronter quelqu'un de plus fort que toi, mais parce que tu sais que tu as besoin, je sais pas, d'affronter quelqu'un qui a plus de technique que toi, quelqu'un qui est plus puissant que toi, quelqu'un qui a plus d'expérience. Et tu sais qu'en fait, même si tu échoues, le jour où tu vas faire face à ça, tu seras à y faire face, tu vois. Alors que si tu affrontes quelqu'un, tu as juste à faire des jabs et tu gagnes, bah, peut-être pour ton ego, c'est cool, mais finalement, qu'est-ce que tu as appris? Et donc, dans les études, c'est pareil, c'est que bah, si par exemple, je m'étais dit, j'ai visé que les masters où je suis sûr d'être pris, bah, j'allais pas échouer. Mais le fait de viser plus haut, même si j'échoue, tout ce que je vais devoir mettre en place en termes d'apprentissage, de discipline, ça va me servir. Et c'est pour ça que je dis souvent que le but d'un objectif, c'est pas forcément de l'atteindre, mais c'est de nous transformer. Si moi, demain, je te dis, je vais être champion de boxe aux Jeux Olympiques, il y a 0,0001% de chance que je sois. Mais l'éthique et le travail que je vais mettre en place pour l'être, ça va me transformer en tant qu'homme, tu vois. Et donc, même si j'échoue à cet objectif, finalement, le plus important, c'est que ça me permet de devenir un athlète différent, un homme différent. Et dans les études, c'est pareil. C'est quand je vise une note, je vise une moyenne. Bah, en fait, le travail que je vais devoir mettre en place, ça va changer mon identité, ça va me transformer et ça va me permettre d'être différent. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si je vise 1 million de chiffre d'affaires, bah, même si je ne l'atteins pas, ce que je vais devoir apprendre comme compétences, ce que je vais devoir mettre en place en termes d'éthique, de discipline, ça va me transformer. Et c'est pour ça qu'on dit devenir millionnaire et pas je suis millionnaire. C'est que pour devenir millionnaire, il y a un processus. Et c'est ce processus-là, pour moi, qui est le plus important et qui fait que l'échec, en fait, c'est normal. Plus je suis ambitieux, plus il y a de chances que j'échoue, en fait. Ok. Au final, ça revient à une petite expression classique, hein. Viser la lune pour C'est ça, atteindre exactement. les étoiles. Non, pour moi, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Ouais. Pour moi, en fait, l'échec, limite, ça doit être normal. Si tu vois les plus grands entrepreneurs, en vrai, ils ont beaucoup échoué. C'est juste qu'on va juste parler d'une réussite. Mais dans une réussite, ils ont fait combien d'échecs? Peut-être 15, 20, tu vois. Mais c'est tous ces échecs-là qui ont fait que, là, je prends un entrepreneur et on va dire, là, il a échoué parce que c'était pas un bon manager. Ok, là, il faut que j'améliore mon capacité de management.
Ah là, j'ai échoué parce que j'ai mal géré ma trésorerie. La prochaine fois, je ferai mieux. Et tu vois, c'est tous ces échecs-là, peut-être, qui lui ont permis de créer cette entreprise qui est parfaite au niveau du management, de la trésorerie, du marketing, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, l'échec, c'est juste quand on se détache, on met pas notre ego dedans. Tu te dis, en fait, c'est comme un... Ouais, c'est comme un sparring, quoi. C'est pas le jour du combat, c'est un sparring, et le jour du combat, tu seras prêt, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Parlons d'échecs. Ouais. Parlons de phases difficiles. Ouais. Parlons d'Mbappé. Il a claqué un triplé. Ouais. T'es pas content. Triplé. Ouais. C'était mercredi C'est ça. contre City. Il a passé peut-être une année, voire deux, à essuyer les critiques, à être mis sur le banc, au Paris Saint-Germain pour des raisons plutôt, on va dire, de contrat. Bref, même à son arrivée au Real de Madrid, il a dû, à son niveau à lui et son talent, devoir accepter. Après, je sais pas s'il a vraiment accepté, mais je pense qu'en tout cas, il a l'air. Et il l'a dit. Les critiques violentes, parfois, de certains journalistes, voire la majorité. Qu'est-ce que toi, t'en retires du comportement qu'il a eu et comment il arrive à aujourd'hui remonter la pente et revenir à son meilleur niveau? Bah moi, tu vois, quand Mbappé il a rejoint le Real Madrid et qu'il a eu ces difficultés-là, j'ai dit à mes potes, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Parce que pour moi, s'il arrivait à relever la pente, il va devenir un autre homme. Ça veut dire que, tu vois, au PSG, il était dans son confort. C'est-à-dire qu'il arrivait à un stade où, malheureusement, il était plus grand que le club. Et ça faisait que lui-même, c'était pas bon pour lui, tu vois. C'est-à-dire qu'il se remettait pas en question. Tu vois, il a fait... En vrai, l'année dernière, il était meilleur buteur de l'Europe. Il a été élu meilleur buteur européen, tu vois, avec Harry Kane. Et pourtant, tout le monde dit que c'est sa pire saison. C'est là que je vois que déjà, le mec, il met 50 buts. On dit, il a fait une mauvaise saison, il a mis 50 buts. Aucun Français dans l'histoire a mis autant de buts que lui, tu vois. Et tu dis, alors, déjà, on t'évalue pas comme les autres. Mais surtout, tu dis que même quand il est dans son confort, il réussit, tu vois. Et le fait de partir au Real Madrid où, tu vois, t'as Vinicius qui était déjà presque ballon d'or, c'était une prise de risque. Mais que cette prise de risque-là, tu vois, elle va faire que peut-être il va devenir une légende. Et je pense que moi, là où il m'a impressionné, c'est qu'il a montré son côté humain. C'est-à-dire finalement, c'est pas une machine. Mais en montrant son côté humain, il a montré en fait sa force. C'est-à-dire que même quand il est au plus bas, on peut pas l'enterrer, tu vois. Et là, il répond parfaitement, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde disait Mbappé, il est fini, il va plus jamais revenir. Et là, on voit qu'il remet des triplés, etc. Et je pense que c'est une leçon pour tout le monde. C'est-à-dire que plus tu es ambitieux et bon, plus en fait les compliments vont être proportionnés. C'est-à-dire on va te mettre au sommet. Mais aussi, plus les gens, quand tu vas tomber, ils vont être sévères avec toi. C'est-à-dire qu'on va toujours aimer celui qui est moyen et qui reste moyen. On va dire, ah, le pauvre, il s'accroche. Mais si tu es excellent et tu tombes, là, les gens, ils vont en profiter. Ils vont dire, là, enfin, on peut se moquer de lui, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on soit entrepreneur, sportif ou autre, il faut s'attendre à ça, tu vois. Et d'ailleurs, il y a une interview de Mbappé à 19 ans ou 18 ans où il le dit. Hein. Il dit que là, tout le monde me met en haut. Mais c'est très bien que le foot, ça va très vite. On peut mettre en bas, je crois que c'était Canal RMC, je crois. Il a fait une interview avec RMC, tu vois. Et il parlait de comment l'ego protège l'athlète. Il dit que pour lui, l'ego, c'est positif parce que le jour où on va le critiquer, il faut que lui se dise, je suis le meilleur du monde pour tenir, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est que notre ego, c'est... Les gens, ils confondent ego et égocentrisme. Pour moi, l'ego, c'est juste la valeur que tu donnes à toi, alors que l'égocentrisme, c'est genre en mode, tu crois que le monde tourne autour de toi, tu vois. Mais moi, je pense qu'on va avoir l'ego dans le sens où tu te dis, je sais pas, je sais que je suis le meilleur, ou en tout cas, je sais que je vais y arriver, que je suis capable d'y arriver, tu vois. Et je pense que Mbappé, c'est son ego qui l'a aidé à avancer. C'est que je pense que même quand il était au fond, il s'est dit non, je suis le meilleur du monde. Et moi, je sais qu'il sait, dans sa tête, ça se voit que Vinicius ou pas Vinicius, pour lui, c'est lui le meilleur choix. C'est-à-dire, là, il fait celui qui est poli et tout, mais tu sens que dans ses buts, ses célébrations, que pour lui, il se dit je suis au-dessus, tu vois. Et que moi, je pense que s'il se blesse pas, il va avoir un ou deux ballons d'or au Real Madrid, ça c'est sûr. Ça, c'est, pour moi, là, il est en train de prendre une pente où on voit que il prend les clés. Là, Vinicius, on voit qu'on a... Bon, il s'efface de plus en plus, quoi. C'est ça. Ça se sent, en fait, qu'il prend... Et c'est un bon stratège, hein, parce que tu vois, il s'est fait petit. Et c'est quand t'es fort que là, tu peux réclamer. C'est pas quand t'es en position de faiblesse que tu peux réclamer les clés. Mais quand t'es fort en position de force, là, tu peux dire, bah là, je prends les clés. Et en fait, les gens, ils n'auront même pas le choix même que de te donner les clés, tu vois. Et c'est ça qu'il est en train de faire, je pense.
Tu parles de donner des clés. Moi Ouais. ça me fait penser quand il est en train de marquer ses buts et Ouais. commentateur. Et il y a pour pas faire de spoil, mais Ouais. c'était un créateur de contenu dans une vidéo, j'ai oublié le nom sur Instagram, qui disait ça, qui a fait la remarque Ouais. que d'un coup, on l'a rappelé le capitaine de l'équipe de France. Le Ah, capitaine de c'est l'équipe vrai, de c'est France. vrai, Alors c'est qu'il y a un moment, on commençait C'est vrai, c'est vrai. à critiquer justement le choix de Deschamps sur ça. Ouais. Et bizarrement, ou plutôt naturellement, dès qu'il a commencé à replanter ses buts, Ouais, là, et il a... surtout là, lors de son triplé, à chaque action, ouais, le capitaine de l'équipe de France qui a la balle, on lui redonne les clés naturellement, c'est vrai, sans qu'il c'est ait vrai. besoin de lui demander, sans qu'il ait C'est besoin de refaire une interview chez Mouloud Achour, où il doit devoir Non, se c'est vrai. justifier sur certaines choses. Hmm. Parlons de liberté d'expression, Mhm. parlons de devoir ou pas Ouais. des personnalités comme Mbappé, Ouais. de prendre la parole sur certains sujets. Hmm. Je parle de l'interview avec Mouloud Achour. J'entends parfois dire, et j'ai même eu Ouais. des invités qui l'ont dit, ou une, que parfois les sportifs ne devraient pas se mettre en avant Hmm. au sujet de certains faits de société. Ouais. On parlait tout à l'heure de Villiers-le-Bel. Hmm. Plus récemment, il y a eu d'autres événements qui Ouais. ont réveillé, que ce soit négativement, c'est vrai, un peu plus beaucoup Ouais. plus négativement Ouais. les banlieues que positivement. Mm. Et il a pris la parole Mm. sur cette période-là, sur Twitter, Ouais. de nouveau X. Aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il devait le faire ou pas? Ah, c'est une question difficile. Moi, en tout cas, je pense que on peut pas être Mbappé ou un grand joueur de foot et pas prendre la parole. Après, ça, c'est ma vision américaine. C'est-à-dire, tu vois, les LeBron James ou autres, ils vont prendre la parole. Parce que pour moi, en fait, les footballeurs, c'est la parole des sans-voix. C'est-à-dire que nous, dans les banlieues, les gens qui sont visibles, c'est les sportifs et les artistes. On a très peu de ministres qui viennent de quartier. On a très peu de riches chefs d'entreprise qui viennent de quartier. Donc, si les footballeurs ne parlent pas, qui va parler? Personne, tu vois. Donc, après, est-ce que c'est un devoir? Je n'irai pas jusqu'à là. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, que Mbappé il prenne la parole. Parce qu'au moins, sa voix, elle porte. C'est-à-dire que même si on va le critiquer, le FN va parler et tout, au moins, sa voix, elle porte. Et ça fait un contre-pouvoir, tu vois. Parce que si les footballeurs, ils parlent pas, qui va parler? C'est-à-dire... parce qu'en fait, c'est facile de dire les sportifs ne doivent pas parler quand tu es dans le milieu où tu as les journalistes, les chefs d'entreprise qui viennent de ton milieu. Donc, ils peuvent partager ta voix, qui vont partager tes intérêts, ta réalité du monde. Mais si toi, tu n'as aucun porte-parole, les hommes politiques sont déconnectés de ta vie, les journalistes, tout ce qui les intéresse, c'est de faire de la polémique, mais ils ne connaissent pas ta réalité. Ou les journalistes qui le font, malheureusement, ils ne sont pas visibles, ou ils ont peu de moyens, tu vois. Et les artistes, ils vont juste au contraire, parfois favoriser ce mode de vie, parce que ça fait vendre, ça fait rêver, etc. Donc pour moi, le fait que des gens comme Mbappé, Koundé aussi, qui l'a fait, Tchouaméni, qui ont pris la parole, moi je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, ça montre que le sportif, c'est un être humain. Parce qu'avant d'être un footballeur, c'est un être humain. Et que cet être humain, il a grandi en banlieue. Donc si ça le touche, pourquoi il ne devrait pas le faire? Donc moi, en tout cas, je trouve que c'était une bonne chose. Après, il faut qu'ils apprennent à peut-être mieux communiquer, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je pense qu'ils devraient, en tout cas, ils devraient le faire. C'est pas une obligation, mais je pense que, en tout cas, la banlieue a besoin de porte-parole. Et ces porte-paroles, ça peut être Mbappé, Tchouaméni, Koundé ou autre. C'est intéressant hein, l'approche que tu as eue là quand tu as dit qu'au final, ils sont porte-parole d'une partie de la société importante où on retrouve peu, malheureusement, Ouais, c'est ça. de personnes qui sont au devant de la scène à des postes de C'est ça. responsabilité ou directement par rapport à leur fonction, ils doivent naturellement prendre la parole dans les médias C'est ça. ou autres. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est important. Et j'aime bien dire, ça me permet, tu parles de la banlieue, et avec mon cousin, on a une phrase qu'on aime beaucoup, on la tire notamment d'un son où je pense que c'est SCH qui le dit. Entre guillemets, c'est Paris influence le monde, mais la banlieue influence Paris. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est alors la banlieue influence le monde, tu vois. Non, c'est Dans vrai, le c'est sens vrai. où c'est simple. Quand tu prends même un entrepreneur qui a fait les plus grandes écoles, quand il est avec ses amis, il lâche des petits mots qui viennent de banlieue, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il lâche un petit wesh de temps en temps. Un petit Bélec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Ah, ça, c'est vrai. ça montre qu'au final,
Et même en dehors de ça, hein, que ce soit dans la mode, là j'ai pris un exemple un peu péjoratif, Ouais. mais ça peut être positif et même, je dirais, dans une influence plus grande. Ouais. Dans la mode, dans l'entrepreneuriat, peut-être pas encore, parce qu'on n'a peut-être pas encore toutes les clés. C'est ça. On en a, mais malheureusement, ils ne sont pas encore mis en Mm. avant. On verra si l'essor de YouTube par rapport à la télé permettra de Ouais. mettre en avant. Et en tout cas, on est là pour ça. Mm. Et ton média ne me parle pas d'âge non plus. Enfin, ne va pas renier ce rôle. Ouais. Et c'est important. Donc, je passe ce message à tous les banlieusards. La banlieue influence le monde, donc ayons confiance C'est ça. et allons jusqu'au bout de nos idées, quoi. Ouais, clairement. C'est hyper important. Là, ça me permet de switcher un petit peu sur autre chose. Tout à l'heure, on parlait d'Mbappé, on a parlé de Tchouaméni, du rôle qu'il a joué notamment dans les médias et de comment il a pu influencer du coup les nouvelles générations. Est-ce que tu penses que les influenceurs d'aujourd'hui, tels que Inoxtag, bon, Michou c'est pareil, Michou, Thibaut InShape, Lena Situation, la liste elle est longue, hein. Ouais. Ils ont un rôle à jouer. Est-ce que c'est eux les nouveaux porte-parole, comme l'était peut-être un Cyril Hanouna à l'époque, parce que maintenant il est déchu, on va dire. Quel est leur rôle pour toi à jouer auprès de la nouvelle génération? Parce qu'ils sont beaucoup écoutés, ils sont beaucoup regardés. J'ai vu que Thibaut InShape il a pris la parole politiquement. Et c'est honorable de sa part. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a dit, je trouve que c'est prendre responsabilité de le faire. Ouais. Bah, ouais, pour les influenceurs, je pense que c'est une question difficile. Parce que tu vois, avant tout, c'est des créateurs de contenu ou en tout cas, c'est pas des hommes politiques ou autres, tu vois. Je pense que c'est plus, malgré eux, ils ont une responsabilité parce que, en fait, ils influencent tellement les jeunes que, tu vois, le moindre mot, le moindre acte, ça a un impact sur eux, tu vois. C'est-à-dire si demain, quand Squeezie, tu vois, il dit, je sais pas, allez voter telle personne ou faites, d'ailleurs, il a fait une lettre sur ce sujet. Ouais. Tu vois, ça va faire, en fait, les hommes politiques, ils vont saisir du sujet parce qu'ils ont une influence énorme, tu vois. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils ont un impact sur leur audience. C'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs, tu vois. Donc, après, est-ce que c'est une obligation de devoir parler de certains sujets? Je dirais non, parce que là, pour le coup, on peut pas leur dire t'es obligé de parler de politique ou autre. Mais par contre, ils doivent avoir conscience que ils peuvent pas parler n'importe comment, tu vois. Parce que, tu vois, si on parle d'entrepreneuriat, si tu dis l'école, ça sert à rien, et tu peux devenir riche en faisant ça, bah, il y a plein de jeunes, ils vont y croire, et je le vois, hein, quand je vais dans des lycées, il y a plein de jeunes qui me disent, non, mais monsieur, ça sert à rien le baccalauréat, Yomi Denzel, il a dit que maintenant c'est... Ouais, Voilà, j'ai une question spécifique sur ça. Bah, tu vois, du coup, je pense que les influenceurs, pour répondre simplement, les influenceurs, ils n'ont pas le devoir, en tout cas, de faire de la politique ou de conscientiser les jeunes. Ça, je pense que ça leur met trop de pression. Déjà, il y a des influenceurs, ils sont même pas majeurs, tu vois. Par contre, ils doivent avoir conscience que leurs mots ont un impact. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de dire tout et n'importe quoi parce qu'ils peuvent clairement avoir un impact sur la trajectoire de vie de beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est aussi tu parlais de liberté d'expression, bah, c'est aussi peut-être à l'État de mettre en peut-être des moyens d'accompagnement pour que les influenceurs puissent déjà peut-être mieux communiquer, avoir conscience des enjeux et même leur santé mentale aussi, parce qu'on leur met beaucoup de pression, parce que certes, ils influencent les gens, mais les gens leur demandent beaucoup. Donc peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en danger aussi de cette exposition, tu vois, et de ce pouvoir, parce que le pouvoir, ça use les hommes politiques, mais ça peut aussi user les influenceurs qui se disent, ouais, c'est incroyable, j'ai juste posté une story et les gens, ils ont fait telle chose ou telle action. Bah, eux aussi, ce pouvoir-là, c'est un danger pour eux. Donc je pense qu'il faut aussi voir ce côté-là. Tu parlais de tes interventions en lycée. Je sais que t'en fais beaucoup. Ouais. Tu vas nous en parler justement au travers de la question que je vais te poser là. On dit souvent notre génération. Je parle de la mienne. Je pense que je peux me considérer comme millennials si je suis né en 1996. Ouais, c'est ça. Toi, t'es né en quelle année? 97. Ouais, on est de la même génération. Il y a, après nous, c'est la génération Z, je crois. J'entends beaucoup dire, j'ai entendu pendant longtemps dire qu'on est flemmard, qu'on a envie de rien faire, qu'on a la tête dans les étoiles ou sur notre téléphone. Moi, à chaque fois, je réponds,
Pas forcément, je pense que peut-être on a incompris. On est à l'aube, si ce n'est même dans la vague, au creux de la vague, de plein de changements. On a l'IA, on a la robotique, on a l'ouverture au monde aujourd'hui. On peut discuter avec quelqu'un qui se retrouve au Brésil ou même au Groenland. Bon, je fais une petite passe sur des sujets glissants. Et donc, ça ouvre plein de choses, plein de brèches. Ça permet aussi de se rendre compte que peut-être qu'au niveau des métiers qui sont aujourd'hui valorisés par nos parents, par les personnes des générations antérieures, ne seront plus au goût du jour et peut-être obsolètes tout simplement avec les évolutions technologiques et sociétales qui vont arriver. Toi, tu penses que notre génération, elle est perdue ou au contraire, elle va au bon endroit? Bah moi, je pense que je vais dans ton sens, dans le sens où, en fait, je prends un exemple concret. Tu vois, nos parents, ils vont dire qu'il faut être avocat, il faut être médecin et tout. Mais tu peux pas dire à un jeune fait 8 ans d'études, comme ça, tu as bien gagné ta vie en étant médecin. Et tu vois, il y a des influenceurs qui, avec une vidéo de 1 minute, ils gagnent 5 000 euros, tu vois. Donc, tu vois, on peut plus parler aux jeunes et à même notre génération de la même manière qu'on parlait avant aux jeunes. Parce qu'en fait, tu peux pas dire juste fais ça pour avoir un bon avenir parce que, comme tu le dis, il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent que tu vois que c'est plus la réalité. Après, est-ce que notre génération elle est perdue? Je pense qu'on en fait un peu trop parce que tu vois, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de jeunes, on les voyait pas, mais ils faisaient peut-être n'importe quoi, ou ils étaient au chômage, ou ils n'avaient pas autant de connaissances que les jeunes d'aujourd'hui. Donc je pense juste que chaque génération a l'habitude de dire à l'époque c'était mieux. Je vois même à l'école. Nous on va dire au 2000 et quelques là, ouais, nous à notre époque, et eux les 80, les années 80, ils disaient ouais, les années 80 c'était mieux que les années 96, etc. Donc je pense déjà, on a une tendance à toujours dire qu'avant c'était mieux, que nous on était plus sérieux, qu'on était plus courageux, etc. Maintenant, comme je fais beaucoup d'interventions au lycée, je dirais juste que les jeunes ne sont plus prêts à faire les mêmes efforts qu'à l'époque parce que, tout simplement, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que quand tu sais que l'école, c'est ta seule voie pour réussir, c'est logique que tu vas travailler plus. Si on prend le sport, il y en a, tu vois, il y a des sportifs, c'était soit à la prison, entre guillemets, si je grossis le trait, soit sortir de la misère par le sport. Donc, ils vont se donner à fond. Là, ils se disent, attends, pourquoi je travaille autant dans les études si finalement, en faisant de la création de contenu, en faisant mon business, je peux gagner plus? Ils sont pas bêtes en fait. C'est juste, ils se disent, bah, il y a des opportunités qui existent. C'est logique que tu vois, je me pose la question, tu vois. Et juste comme les autres générations, ils n'ont pas eu ces dilemmes-là, ils se disent, mais c'est des paresseux, ils font rien, etc. Moi, je pense plus qu'au contraire, ils sont pas perdus. C'est plus, il y a un problème de dialogue en génération, tu vois. C'est-à-dire, il faut se dire comment je peux quand même inciter les jeunes à travailler à l'école, tout en disant, ouais, tu peux rester aux alertes des opportunités. Moi, je te donne un exemple concret. Quand les jeunes, ils me disent, moi, je vais faire de l'entrepreneuriat, je leur dis, OK, c'est quoi ton plan? En fait, il faut que je parte du plan et je montre que son plan, il marche pas, tu vois. Je vais dire, OK, par exemple, est-ce que là, si tu arrêtes les études, tu peux gagner ta vie, tu vois? Ou comment tu vas convaincre les gens d'avoir confiance en toi pour acheter ton produit, ton service? Et tu vois, quand je discute comme ça, ils disent, ah ouais, c'est pas faux. Je lui dis, par exemple, fais une école de commerce prestigieuse. Et en fait, ça va montrer que si tu échoues dans ton business, dans tous les cas, tu pourras reprendre un boulot et tu auras un bon niveau de salaire pour compenser tes pertes. Ou alors, quand tu iras dans telle école, tu vas rencontrer des gens qui seront tes futurs clients. Ou là, tu pourras développer tes compétences marketing, etc. Tu vois. Donc en fait, je réfléchis plus en mode, c'est ça leur projet. Comment je peux montrer que l'école, ça peut rentrer dans leur projet, tu vois. Plutôt que leur dire, abandonne tes rêves d'entrepreneur, je leur dis, non, ok, tu es entrepreneur, vas-y. Je te montre c'est quoi la réalité de l'entrepreneuriat et je te montre si l'école, ça n'a pas son nom. Si je vois que l'école, ça sert à rien, je vais dire, bah vas-y, fonce. Je ne vais pas dire à un élève, je vois qu'il va réussir dans l'entrepreneuriat, reste à l'école. Bah, si vraiment tu vois que ça marche, bah vas-y, tu vois. Mais si je vois que ça ne marche pas, je dis attention, si tu quittes le système, il faut aussi avoir conscience que des dangers, tu vois. Et je pense que les professeurs, et comme ils ne maîtrisent pas les codes, bah, le discours, il ne passe plus. Et ils disent, bah, ils sont paresseux, ils sont perdus parce qu'en fait, on n'arrive pas à les motiver. C'est comme un entraîneur qui n'arrive plus à motiver ses troupes. Et je pense que voilà, c'est ça. Mais au contraire, pour conclure, je pense que cette génération, ils sont plus alertes que les anciennes. C'est-à-dire, moi, des fois, je suis impressionné de l'audace qu'ils ont, l'ambition qu'ils ont. Ils se mettent pas de limites pour le coup. Tu vois. Nous, on va être plus. Tu vois, les années 90, on a quand même des barrières encore de nos parents. Mais les 2000 et quelques, eux, aucun complexe. Tu vois. Ah, moi, j'ai gagné 10 000 euros, sinon, je suis pas content. Jamais j'allais dire ça, moi, tu vois. Je veux dire, nous, à notre époque, je gagnais 3 000, 4 000, t'étais bien, tu vois. Maintenant, la nouvelle génération, c'est 10 000 dans leur tête. C'est 10 000. T'es bien, si t'as pas 10 000, t'es moins bien.
Donc, ils sont quand même plus ambitieux. Après, est-ce que le travail suit? Ça, c'est une autre question. C'est quoi les routines, les vraies routines, pas celles qu'on vend sur Internet, Ouais. qui marchent pour un jeune étudiant ou en tout cas jeune entrepreneur qui ont notre âge, un peu moins, peut-être un tout petit peu plus aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre pour de vrai? Ah, c'est une bonne question parce que moi, j'étais à fond dans les routines. Moi, j'ai connu le Miracle Morning où il fallait se lever à 5 heures, il fallait faire de méditation, etc. Moi, je pense que c'est bien de passer par là pour se rendre compte de ce qui marche pour nous ou non. Maintenant, pour répondre à ta question de manière claire, je pense en fait une routine, elle doit refléter notre besoin. C'est-à-dire que si moi, je suis un étudiant, je vais pas avoir la même routine qu'un entrepreneur. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, pour démarrer ma journée de la meilleure manière possible, j'ai besoin de quoi? Bah moi, par exemple, il fallait que je regarde, je sais pas, Hajime no Ippo, tu vois. Donc il fallait que dans ma routine, j'ai un épisode qui met en mode guerrier, chaque bataille est un combat et tout. Après, il fallait que je vois mes objectifs, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de me sentir connecté à mes objectifs, de me dire, ce que je fais aujourd'hui, c'est par rapport à ce que je fais demain. Et tu vois, besoin de faire la prière, etc., parce que c'est important pour moi. Mais d'autres, peut-être, ils ont besoin de faire de la méditation à la place de la prière. D'autres, ils auront besoin peut-être d'écrire, parce que ça permet de libérer leur esprit, etc. Donc moi, je dirais vraiment, il faut se dire de quoi j'ai besoin pour bien commencer ma journée et créer une routine qui est adaptée à ça. Après, pour moi, quand même, si on est étudiant et entrepreneur, parce que j'ai connu ça, pour moi, il faut se lever plus tôt. Parce qu'en fait, les études, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je me levais 1 heure plus tôt que si j'allais juste en cours. Comme ça, je fais ma routine et je bosse sur les sujets importants de mon business, par exemple. Comme ça, le reste du cours, le reste de la journée, pardon, c'est les études qui vont dicter ça, tu vois. C'est-à-dire que je vais prendre toute mon énergie qui reste, ça va aller dans les cours, mes devoirs, tu vois. Donc, moi, je suis un étudiant entrepreneur. Ma routine, ce serait commencer ma journée avec des activités qui mettent en énergie, en détermination. Donc, ça peut être méditation, prière, regarder un manga, faire du sport, peu importe. Et ensuite, faire l'action la plus importante pour avancer dans mon projet entrepreneurial. Ça peut être envoyer des messages de prospection, ça peut être la création de contenu, ça peut être répondre à mes mails. Mais en tout cas, il faut que ce soit une action, je me dis, c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur mon business. Et pour finir, je pense qu'il faut toujours avoir une routine nocturne. Et ça, on l'oublie souvent, c'est comment tu finis ta journée. Et moi, ma journée, toujours, je fais un bilan. À l'époque, j'étais à fond. Dans mes stories, je mettais « As-tu progressé d'1 %?» Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et quelles leçons je peux en tirer pour demain? Et toujours, il fallait que je me couche en me disant que demain, j'ai tout pété. Parce qu'en fait, si tu te dis « Ah, il est tard. Demain, je vais te fatiguer. » Je te jure qu'à ton réveil, tu ne vas pas te réveiller. Et par contre, si tu te dis « Demain, quoi qu'il arrive, je me lève. » Et que tu vois, tu as cette excitation comme c'était Noël, tu vas avoir un cadeau, là, tu vas te lever. Et moi, toujours, je créais ce sentiment de j'ai hâte de me lever demain. Tu vois. Il fallait que je trouve un moyen. Ça peut être regarder une série. Mais en tout cas, il faut que je crée cette excitation qui fait que quand je me lève, je suis pas en mode ah mon Dieu, j'ai envie de rester dans mon lit. C'est plutôt ah, enfin, je vais pouvoir commencer ma journée. Tu vois. Et quand tu arrives à créer ça, c'est fini. Quand ta routine matinale, elle te donne envie de te lever, tu as gagné. C'est ça le plus important pour moi. C'est magnifique. Et je pense que ça pourra donner quelques outils aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui soient un peu plus jeunes ou moins que nous, parce que je pense que cet épisode, en tout cas, j'espère, qu'il pourra être écouté par beaucoup d'étudiants, étudiantes qui se posent parfois des questions. Ouais. J'ai ma sœur qui est au Canada et je sais qu'elle souffre par le froid déjà, moins 20 degrés, je crois. Et souvent, elle me posait des questions sur tout ça, sur l'état d'esprit, la confiance en soi. Et quand je suis avec elle, j'essaie de toujours lui montrer le meilleur visage de moi. J'essaie toujours de lui montrer que je suis motivé, même quand j'ai des moments de doute. Je lui fais part, mais de manière avec de l'assurance. Où je lui dis, t'inquiète, ça va aller. Un jour, elle m'a envoyé une vidéo, un TikTok où je sais plus si c'est un garçon ou une fille qui s'endort en disant, c'était écrit... ah, je peux dormir parce que mon frère, il va devenir millionnaire. Mais ça m'a touché. Je me suis dit, c'est-à-dire, elle a confiance en toi. Elle a confiance en moi à ce point-là. Elle sait que je suis derrière elle, en fait. Et je veux que les gens ils sachent qu'on est tous derrière eux, devant, parfois pour les guider, derrière pour les regarder ou pour les suivre. Et je parle là pour les suivre des plus gros et des plus grands influenceurs de notre génération. On est là, on est derrière et on suit. Et
Peut-être un jour on passera devant aussi, C'est mais, On espère. mais après c'est normal. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, non? En tout cas, j'espère qu'ils vont nous en donner. Non, c'est magnifique. On arrive presque sur la fin de cet épisode, du coup. J'ai quand même, à un moment donné, tu as parlé de quelque chose. Je vais quand même en parler. Ouais. Tu as parlé de prière, je dirais, donc on parle de religion. Est-ce que tu penses on parlait tout à l'heure de ce que notre génération est perdue? J'ai l'impression qu'on a, en Occident en tout cas, peu de choses sur quoi se raccrocher. Si c'est pas la religion, il n'y a pas grand-chose à part l'argent, C'est ça. la fame. Moi, je ne vais pas parler de religion dans tout ça, mais sur quoi on pourrait se raccrocher, tu penses? Parce que quelqu'un qui aujourd'hui se dit religieux, musulman, musulmane, chrétien, chrétienne, juif, bouddhiste, que sais-je. À part ça, au quotidien, dès qu'elle a fini sa prière, c'est quoi qui va la driver si c'est pas l'argent et le matériel? Ouais, je pense que tu as posé la bonne question, c'est le pourquoi. Ça, c'est le fameux why, tu vois. Et je pense que, justement, quand on entreprend, c'est que pour l'argent, on ne tient pas. Parce que je dis toujours aux jeunes, justement, quand je vais dans les lycées, vous voulez faire quoi plus tard? De l'argent. Moi, je leur dis cash, tu sais, tu peux faire de l'argent en vendant de la drogue, tu peux faire de l'argent en étant entrepreneur, tu peux faire de l'argent en étant prof. Ça, c'est pas un objectif. Parce que, en fait, si tu n'as pas un objectif, un why fort, un pourquoi fort, à la moindre opportunité, il y a la crypto-monnaie, je vais aller là. Yomi Denzel, il parle de formation en ligne, je vais aller là-bas. Du coup, t'es une girouette. Parce que toi, ton seul drive, c'est l'argent. Et du coup, à la moindre tempête, tu t'écroules. Par contre, si tu trouves un why, ça peut être, tu vois, tes parents, c'est-à-dire que tu veux sortir ta famille de l'abri, c'est ta volonté d'avoir de la liberté. Ça peut être, je sais pas, tu veux préserver l'environnement. Ça peut être, si on prend les Zuckerberg, Elon Musk, c'est t'as souffert quand t'étais petit et tu voulais prouver aux autres que tu peux réussir. Donc, en tout cas, ouais, je pense que le point de départ, c'est, en tout cas, il faut que tu trouves une cause qui fait que quand c'est dur, ça te motive. Et ce why-là, faut que ça soit dans ton entourage, soit un impact que tu vas avoir dans la société, soit quelque chose que tu veux prouver aux autres, parce que chacun après sa manière de se motiver. Soit si tu es croyant ou autre, ça peut être ça peut être préservation de l'environnement, etc. Mais l'argent, c'est trop éphémère. Parce que l'argent, tu peux le gagner de différentes manières. Donc, tu ne peux pas entreprendre que pour l'argent. C'est juste, faut qu'il y ait une finalité derrière. Sinon, à la moindre tempête, tu t'écroules. Ok. Et ouais, ça répond à ma question et je suis du même avec toi. Je pense qu'il faut trouver quelque chose de plus grand. Quelque chose, une empreinte que tu veux laisser vraiment aux gens qui te suivent et qui même parfois achètent tes produits, tes services. Donc on passe ensuite à quelques questions que j'aime bien poser tout le temps à mes invités sur la fin de chaque épisode. Les 3 premières, elles sont toujours les mêmes. On va commencer par ça. Thé ou café? Thé. Plutôt thé? Ouais. À la menthe? Ouais, menthe. Okay. Ensuite, entraînement plutôt le matin ou le soir? Matin. Matin, ouais. Voilà. Je peux dire que j'ai la preuve, on s'est croisés hier matin, donc 7h30, donc je sais très bien. Ensuite, plutôt livre ou podcast? Livre. Livre. C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Que j'ai relu encore, c'est Atteindre l'excellence de Robert Greene. C'est quoi le dernier livre que tu as écrit? Le dernier livre que j'ai écrit, c'est le guide de l'étudiant ambitieux. Allez, regardez. C'est sur Amazon qu'on peut le trouver? Ouais, sur Amazon, ouais. Ok, super. 3 petites questions plus personnelles. Ouais. Étudier ou entreprendre? Étudier. Ouais. Ok. 1 million de chiffre d'affaires ou 1 million de followers? 1 million de chiffre d'affaires. Ok. Ça permet derrière d'investir pour atteindre les 1 million de followers. Je pense pareil. Et si tu avais un seul message à passer ou un conseil à donner à un étudiant ambitieux? J'ai un seul conseil à donner à un étudiant ambitieux, c'est le point de départ de toute action, c'est ton ambition. Ton ambition sera ta boussole. Sans ça, tu risques de ne pas aller très loin. Super. Qui je devrais inviter, tu penses, dans See on the Ring prochainement? Emmanuel Kinzanzi. Ok. Champion du monde de chessboxing. Il a fait le gala du Temple. Ah, je le connais. Ouais. Il a fait le gala du Temple et il vient de mon quartier à Villebel, puis la Malière. Et ouais, je pense que ça peut être très intéressant. Emmanuel, on s'est déjà croisés. Je sais que sur LinkedIn, en plus, on se suit. Et sur Instagram aussi. Ouais. Et, En plus, il vient de revenir sur Instagram. et je vais le contacter. Là, tu me fais penser à lui et je sais que
Il avait parlé, il avait pris le micro lors du gala et ça m'avait beaucoup plu ce qu'il a dit. Non, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Emmanuel, j'arrive. Super. Écoute, Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. C'est un épisode qui, plus que me tenait à cœur. C'est un épisode que j'attendais. Ah, merci beaucoup. Si je pouvais le faire depuis des mois, on l'aurait fait. Et tu le sais parce qu'on est en contact depuis longtemps. Et j'hésiterai pas à passer aussi dans tes médias. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur Instagram, TikTok, me parle pas d'âge ou étudiant ambitieux. Et sur LinkedIn, Pierre Amougou. Super. Allez suivre, allez follow. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à voir et à s'inspirer. Merci encore. C'était See You in the Ring. À la prochaine. Merci. Merci Pierre.